Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous présenter les faits saillants des 36 premières années de Madame de la Pelletrie, en France, de 1603 à 1619. Vous allez constater qu'elle a vécu une période assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Commençons d'abord par ses origines familiales, évidemment. Alors, elle est d'une famille noble, de la noblesse de Normandie, la noblesse provinciale. Son père s'appelle Guillaume Cochon et sa mère, qui est une veuve, c'est Jeanne Dubouchet. Le Cochon est seigneur de Vaubougons. C'est son premier territoire, sa première seigneurie. Et il faut souligner que un an avant la naissance de celle qui deviendra Madame de la Pelletrie, eh bien, il acquiert un autre domaine, le domaine de Chauvigny. Et ça va avoir une incidence là, sur la suite des événements. Le couple a 10 enfants, 8 garçons, 2 filles. Et les 2 dernières sont des filles. Madeleine elle-même est la cadette, donc la dernière de la famille. Elle naît le 25 mars 1603. Elle est évidemment rapidement baptisée à l'église Notre-Dame d'Alençon sous le nom de Madeleine Cochon de Vaubougons. Elle est chanceuse dans la vie, tout en commençant. Elle a, imaginez-vous, 2 parrains et 3 marraines. Alors ça commence bien une vie terrestre. Et elle garde donc son nom de son baptême pendant 14 ans, jusqu'en 1618. Parce que le seigneur, M. Cochon, eh bien, il n'aime pas son nom, son patronyme. Alors, il avait initié déjà des démarches pour pouvoir changer de nom. Et ces démarches-là aboutissent en 1618 par le Parlement de Rouen qui officialise le nouveau nom de la famille de Chauvigny. Et vous voyez sur l'image le portique assez extraordinaire de l'église Notre-Dame d'Alençon. Donc c'est un portail gothique flamboyant. Et faites à noter aussi le baptistère où Madeleine est baptisée, comme plusieurs des autres membres de la famille. Eh bien, au 19e siècle, c'est dans cette église et dans ce baptistère que a lieu aussi le baptême de Thérèse Martin. Thérèse Martin qui deviendra Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, évidemment, Madeleine vit avec ses parents à Alençon. Alençon, c'est donc une ville située à 200 km de Paris. C'est un centre administratif. Et donc, c'est là qu'elle reçoit son éducation dans la très grande maison paternelle à Alençon, proprement dit. Si pendant les saisons d'hiver et d'automne, elle vit à Alençon, eh bien, l'été, la famille devient un peu itinérante parce que la famille et le seigneur lui-même se déplacent d'un château à un autre. Alors, il commence souvent au château de Chauvigny, qui est situé à peu de distance d'Alençon. Et une autre partie de l'été, eh bien, il déménage à 25 km au manoir de Rouillé. Alors, donc, ces étés sont passés dans un contexte de vacances, de belle nature, on pourrait dire. Alors, cependant, c'est une famille riche, noble, mais extrêmement éprouvée. Imaginez-vous que de 1592 à 1618, eh bien, les 8 garçons disparaissent à des âges différents et le dernier meurt à l'âge de 25 ans en 1618. Alors, pour la petite Madeleine, pour ses parents, c'est une série incroyable de deuil qui afflige cette famille-là. Et ça, Madeleine est une fille sensible et ça va la marquer beaucoup pour le reste de ses jours. Si je veux essayer de dresser un peu un profil de Madeleine de Chauvigny, j'essaierai de quelques caractéristiques à vous présenter. C'est donc, premièrement, une femme, mais une femme instruite.
c'est quelqu'un qui a une maturité très précoce, qui démontre ça très tôt dans sa vie. C'est une femme têtue. On verra d'ailleurs qu'elle a appliqué cette caractéristique-là dans les années où elle sera adulte. C'est une femme extrêmement généreuse envers les gens pauvres et démunis. Et c'est aussi, il faudra dire aussi que c'est une femme un peu instable, dans laquelle elle fait des choix qu'elle peut modifier de manière assez radicalement. D'ailleurs, Marie de l'Incarnation va d'ailleurs en subir les effets de cette caractéristique-là quand elle sera ici en Nouvelle-France. C'est une personne très pieuse qui a un fort penchant pour la vie religieuse. Vous comprenez qu'avec ces caractéristiques-là, on peut dire que le mariage, là, c'est pas pour elle. Et donc, elle n'a aucun attrait pour la vie conjugale. Elle n'a pas d'attrait et pourtant, elle va devoir y consentir. Pourquoi? Parce que, justement, les 8 garçons dont j'ai parlé tantôt, ils sont morts. Et les parents veulent évidemment une descendance. Puis ils veulent que leurs 2 filles qui leur restent, eh bien, fassent des unions intéressantes, dignes de leur niveau social aussi. Alors, l'année du décès du dernier garçon, là, en 1618, eh bien, la plus vieille, Marguerite, se marie avec un gentilhomme et tout va bien. Mais quand les parents essaient de marier ou de présenter des garçons à Madeleine, là, rien ne va plus. Dans le fond, elle ne veut pas se marier. Même le candidat qu'on lui propose en 1622, là, et Charles de Gruel, eh bien, il a tout pour lui. Hein? Il est jeune, il est noble, il est riche, il est pieux comme elle. Donc, on pourrait croire que ça devrait fonctionner, mais non. Quand elle voit arriver les perspectives d'un contrat de mariage, là, eh bien là, elle prend panique et elle fuit. Elle fuit la maison. Et elle va se réfugier au monastère des Clarisses à Alençon. Elle n'a que 19 ans, et donc elle est mineure. Et les parents font les pieds et les mains pour la sortir du monastère, mais elle refuse systématiquement. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'utiliser les arguments d'autorité. Et dans les relations des Jésuites, l'année après sa mort, en 1672, ils nous rendent bien, je pense, le contexte dans lequel elle vit ces moments-là. Les Jésuites écrivent « Après une infinité de combats avec ses parents, des torrents de larmes, elle vit clairement que Dieu voudrait qu'elle se rendît à leur obéissance. » Alors imaginez-vous, c'est son contexte de mariage. C'est assez rare de penser à un mariage comme ça. Et donc, une fois qu'ils réussissent à la sortir du monastère, là, c'est pas long que le contrat de mariage se signe. Le contrat de mariage se signe le samedi 29 octobre 1622. Et vous comprenez bien qu'elle n'aime pas plus son mari et son futur mari qu'elle l'aimait avant de fuir la maison paternelle. C'est sans doute pour ça que le père, Guillaume de Chauvigny, lui apporte à la famille de Gruel une dot immense de 30 000 livres. C'est tout à fait considérable, probablement pour amadouer le gendre éventuel et sa famille. Puis, pour amadouer aussi sans doute sa fille, eh bien, il ajoute à ça la jouissance d'un de ces 2 résidences, celle du manoir de Rouillé. Ce qui va permettre ainsi à Madeleine, eh bien, de ne pas toujours être dans la maison de son futur mari, hein, mais aussi de venir dans des endroits qu'elle aime, qu'elle connaît depuis son enfance, et pour un peu temporiser un peu le milieu dans lequel elle va pouvoir vivre. Et effectivement, le couple va vivre alternativement dans les deux manoirs. Et c'est un événement évidemment très couru, comme ça se faisait à l'époque. Imaginez-vous, dans la pièce, là, il y a 18 nobles de la parenté et puis les amis, les dignitaires là, qui assistent au contrat de mariage. Il n'y a rien de discret dans ce contrat de mariage-là, à cette époque-là. Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, eh bien,
à l'Église, le mariage a lieu formellement. Donc, elle va donc devoir vivre et découvrir la seigneurie de la Pelletrie. Cette seigneurie-là est située à 3 km de Tourouve et est au centre d'un village qui s'appelle Bivilliers, oui. Alors, c'est une région agricole prospère qui donc, et dont les sols sont fertiles, et ce qui amène donc des très bons revenus à la famille de Gruel. C'est aussi dans les jours qui suivent qu'elle découvre sa nouvelle résidence, qui est le manoir de la Pelletrie, excusez-moi. Et sur l'image, vous voyez là donc une esquisse de ce qu'était l'allure de ce manoir de la Pelletrie au XVIIe siècle. Et dans l'autre photo, on voit que c'est un édifice qui existe toujours, mais sans la belle tour qui lui donnait un peu de panache. Alors, le mariage, comme je le disais tantôt, a été célébré, et il a été consommé, et quelques mois plus tard, eh bien, Madeleine tombe enceinte. En 1623, elle donne naissance à une petite fille qui est presque aussitôt, évidemment, baptisée à l'église Saint-Pierre de Bivilliers, l'église paroissiale. Mais malheureusement pour Madeleine et son mari Charles, eh bien, la vie de l'enfant est de courte durée et elle meurt en très bas âge. C'est donc pour Madeleine un deuil de plus qui s'ajoute, et cette fois-là un deuil d'autant plus pénible que c'est son propre enfant là, qui décède. Alors, nous sommes en 1623, on va maintenant parler de l'année suivante. L'année suivante, 1624. Et on va parler aussi de La Rochelle. Mais si vous permettez, je vais faire un petit retour en arrière. Mai 1621, les Huguenots, les protestants qui sont très majoritaires à La Rochelle, ce grand port maritime, décident de rompre avec le royaume de France. Ils proclament unilatéralement l'indépendance. Évidemment, ils escomptent que les Anglais protestants et les Hollandais protestants vont aussi venir à leur secours, tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Mais évidemment, le roi Louis XIII ne veut pas voir ainsi morceler ce coin de pays, de son royaume, et donc ordonne à son armée de penser une stratégie pour reprendre le contrôle de cette ville-là. Eh bien, ça prend, les préparatifs durent 3 ans. Et au bout de 3 ans, là, on commence à penser à la stratégie pour faire le siège de La Rochelle. Et c'est dans ce contexte-là que le mari de Madame de la Pelletrie, eh bien, là, s'en va à la guerre. Mais avant d'aller rejoindre les armées royales, eh bien, il fait un testament comme les militaires faisaient aussi à l'époque. Alors, je voudrais attirer votre attention un petit peu sur quelques clauses de ce testament qui révèlent un peu la nature, la philosophie, les us et coutumes de cette famille-là et de Gruel lui-même, le mari de Madame de la Pelletrie. Alors, premièrement, il demande à ce que son corps soit ramené chez lui et qu'on l'ensevelisse dans un cercueil de plomb, mais en précisant que le cercueil ne doit pas être ouvert. Ensuite, il annonce qu'il donne à tous ses serviteurs 1 an de gage au moment de son décès, et sans compter évidemment ce qu'on leur doit les uns les autres. À un de ses serviteurs les plus proches de lui, qui s'appelle Lavigne, eh bien, il lui donne un habit complet, son second cheval, une paire d'armes, une paire de pistolets, et il lui commande de rester au service de son épouse, Madame de la Pelletrie, pour la servir comme il l'a servi lui-même, jusqu'à ce que son épouse décide tant ou si longtemps, dans le fond, qu'elle veut le garder à son service. Pour un autre serviteur, son laquais, celui-là, eh bien, il lui donne 50 francs et un habit.
Mais il précise dans le testament laquelle somme est pour lui apprendre métier ou pour mettre en marchandise comme il voudra. Alors, voyez-vous, il essaie de développer les capacités professionnelles de son employé. Évidemment, il ajoute des clauses sur des dons très généreux aux communautés religieuses, à l'Église, paroissiale, etc. Mais aussi, il n'oublie pas sa femme et il lui donne en don tous ses meubles, tant vifs, ses rentes, ses fermages, etc. Alors, vous voyez comment un noble de cette époque, n'est-ce pas, traite ses employés pour essayer d'avoir un souvenir et puis montrer sa générosité envers les gens qui ont travaillé pour lui. Alors, donc, c'est comme ça qu'il s'en va à la guerre en 1624, hein, à la fin de 1624. Mais les préparatifs du siège sont très longs. Le cardinal de Richelieu va faire construire une immense digue, n'est-ce pas, sur 1,5 km, qui va mobiliser 4000 soldats, 4000 ouvriers pour la construire. C'est considérable. Tout ça pour empêcher, évidemment, les flottes anglaises de venir au secours de la ville. Donc, le siège lui-même se passe sur 13 mois, dure 13 mois du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. Et évidemment, la population est sans ravitaillement. C'est l'objectif, là, de les faire tomber et qui rendent des armes. Charles de Gruel, pauvre lui, eh bien, il meurt au 10e mois. Au 10e mois, il meurt en juillet 1628, sans voir évidemment la victoire française. Et c'est dans ce contexte-là que Madame de la Pelletrie, 25 ans, devient veuve. Elle applique scrupuleusement les conditions, les dernières volontés de son mari, ramène le corps et puis lui donne toutes les funérailles auxquelles il a droit. Mais après toutes les formalités testamentaires réglées, elle annonce à sa belle famille qu'elle s'en va à Alençon. Vous savez, sa belle famille est tout à fait renversée, elle la supplie de ne pas faire cela, de rester à la tête de la seigneurie. Non, rien n'y fait. Elle décide de rentrer à Alençon. Mais à Alençon, elle ne va pas rejoindre son père, qui est pourtant et sa mère, dans une très grande maison. Non, elle achète, elle, une autre maison. Et puis, là, elle donne libre cours à sa générosité. Alors, elle devient le refuge et elle nourrit et loge les pauvres d'Alençon. Elle nourrit et loge et soigne les prostituées d'Alençon, les filles en difficulté. Et en plus, elle promet des sommes considérables pour la réfection du chœur de l'église de Buvilliers, l'église de la seigneurie de la Pelletrie. Quand toute sa parenté voit ça, là, les gens commencent à être inquiets. Parce qu'ils se disent, mais ça n'a pas de bon sens, elle est en train de dilapider son patrimoine. Les gens abusent de sa générosité. Au bout de quelques années, elle va être sur la paille. Et c'est un constat qu'il faut garder en tête pour ce qui va suivre dans quelques années. Mais déjà, elle manifeste une générosité hors du commun, là, tout à fait généreuse, une générosité généreuse. Et après la période normale de deuil, que les parents respectent, eh bien, là, les parents reviennent à la charge pour dire, ben, Madeleine, il faut que tu trouves un nouveau mari, là. T'es pas pour rester veuve sans enfant. Eh bien, plus les parents lui parlent de remariage, plus elle s'entête et plus elle refuse. Et un jour, excédé, son père, rouge de colère, n'est-ce pas, la chasse de la maison et lui dit qu'il ne veut plus jamais la revoir tant ou si longtemps qu'elle ne sera pas remariée. Alors, face à ça, eh bien, Madeleine s'en va se réfugier au monastère de la Visitation à Mamers, à 36 km d'Alençon. Et donc, la rupture avec sa famille. Qui dure, jusqu'à ce qu'en 1633, décède au mois de juin 1633 la mère, Jeanne du Bouchet. Et face à cette situation-là nouvelle,
Eh bien, Madeleine, là, sent ses responsabilités face à son père. Son père qui est maintenant invalide, qui a la goutte, qui donc est en difficulté. Et on a la preuve qu'elle revient à la maison en 1633 après le décès, mais on a des preuves documentées là, en 1634. Ce n'est plus son père qui tient les comptes des seigneuries et qui administre les deux seigneuries qu'il possède, mais c'est maintenant Madeleine qui fait ça, qui assume cette responsabilité-là. Donc, elle est vraiment au chevet de son père et aussi dans la gestion des propriétés. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, avec une couple d'années plus tard, plus précisément en 1636. Au début de l'année 1636, elle lit, c'est une femme qui lit beaucoup d'œuvres ou d'ouvrages religieux, et elle est, semble-t-il, plus ou moins abonnée aux relations des jésuites. Parce que dès la sortie, elle en prend connaissance. Et à ce moment-là, elle est fascinée ou interrogée par un paragraphe écrit par le Père Lejeune qui dit ceci. Pour des religieuses, il leur faudrait une bonne maison, quelques terres défrichées et un bon revenu pour pouvoir se nourrir et soulager la pauvreté des femmes et des filles sauvages de la Nouvelle-France. Si les superfluités de quelques dames de France, comme riches, s'employaient à cette œuvre si sainte, quelle grande bénédiction ferait-elle fondre sur leur famille? Je ne saurais me persuader que notre Seigneur n'en dispose quelqu'une pour ce sujet. Là, elle se sent appelée. Elle se sent appelée vers la Nouvelle-France. Et elle sait qu'elle est riche aussi. Alors, c'est une lecture qui va mijoter dans sa tête. Et elle nous raconte aussi que le 2 juillet 1636, lors de sa prière, là, elle a un autre choc. Parce qu'elle sent que Dieu lui répond à une question qu'elle se pose depuis 6-7 ans. Que vais-je faire de ma vie? Que vais-je faire de mes biens? Et à ce moment-là, il lui vient l'idée, la perception que Dieu lui demande de se rendre en Nouvelle-France pour travailler au salut des jeunes filles amérindiennes. Alors, ces deux événements-là qui se passent dans la même année, à quelques mois d'événements, mais qui vont ancrer dans son idée sa vocation. Mais cette vocation-là est un peu contrariée, parce que, quelques mois plus tard, elle est affligée par une fièvre considérable qui l'amène au bord de la mort. Et même elle sent qu'elle va mourir. Et les médecins, d'ailleurs, disent que là, ils ont essayé tous les moyens, et ils ne savent plus comment faire tomber la fièvre. Et à ce moment-là, elle fait un vœu, un serment, on pourrait dire, un serment à Saint-Joseph, disant « Si Dieu me redonne la santé, j'irai au Canada et je consacrerai mes biens. » Mais là, son père, qui est dans la maison, est alerté par ça. Et là, il vient essayer de le supplier pour dire « Non, écoute, on veut que tu vives, mais là, fais pas un tel serment, t'as pas besoin de cela. Là. » Et elle lui répond, disant « J'ai fait mon serment et laisse-moi mourir en paix. » Et puis, la nuit passe. Le lendemain matin, le médecin revient, pensant trouver une morte. Et là, il est tout à fait ébahi, parce que la fièvre est tombée. Et là, il lui dit, « Mais madame, vous êtes guérie. Assurément, votre fièvre est allée en Canada. » Alors, vous comprenez comment, pour elle, là, c'est des événements marquants dans sa vocation. Et donc, elle revient à la santé, et puis elle revient aussi avec son père, parce que c'est très bien que tant que son père va vivre, il ne l'autorisera pas à ce qu'elle vienne en Nouvelle-France, puis qu'elle a besoin aussi, pour réaliser son œuvre, financer un couvent à Québec, ben, elle a besoin d'argent, et l'argent, ben, c'est avec l'héritage qu'elle aura. Et lui, son père, ben lui, il a d'autres idées en tête, parce qu'il se dit, si elle trouve un homme à son goût,
ben, elle va oublier ses idées d'aller en Nouvelle-France. Donc, il reprend des démarches auprès d'elle pour dire, il faut que tu trouves un mari, il faut que tu trouves un mari. Mais elle est saturée de ces demandes-là parce qu'elle ne sait plus comment lui répondre qu'elle ne veut pas se marier. Jusqu'à ce qu'un jour, elle en parle à un jésuite. Et le jésuite lui dit, ben, il y a peut-être une solution, madame. Vous pourriez faire un mariage blanc, un faux mariage. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense à M. Jean de Bernières de Caen. C'est un homme très honnête et puis probablement qu'il pourrait concourir là, à cette façon-là de vous débarrasser des pressions de votre père. Ben, Bernières, il a 34 ans, c'est un célibataire, il est très pieux, et puis il est trésorier, son travail c'est d'être trésorier de la France, du Royaume de France à Caen. Alors, comme à son habitude très rapide, eh bien, Madeleine prend la plume, écrit un long message à Bernières et lui dit sa situation et lui demande, comme ça, de la demander en mariage. Imaginez-vous dans quelle situation Bernières, lui, qui reçoit ça à Caen, il tombe en bas de sa chaise. Et d'ailleurs, lui, il veut rester chaste, il ne veut pas se marier. En plus, il se dit, même si c'est un faux mariage, je vais être obligé d'être avec elle. Les gens vont penser qu'on est mariés. Et puis ils vont se dire, mais comment, il avait dit qu'il était chaste, puis que là, il est marié quand même. Alors, lui, il voit que des problèmes, il ne voit pas de solution, jusqu'à ce que quelqu'un il consulte les uns et les autres, puis les gens le convainquent que ça vaut le coup pour aider cette pauvre femme-là, qui est elle-même très pieuse. Donc, alors, toujours est-il qu'un jour, eh bien, il demande la main, il écrit, puis il demande la main à son père. Lui, son père, mais là, il dit, voilà, enfin une belle solution. Et puis, il connaît déjà, d'ailleurs, Bernières de réputation, qui a une excellente réputation, donc c'est un parti parfait, excellent. Donc, il commence à commander des préparatifs pour faire un mariage. Le problème, c'est qu'évidemment, Bernières a demandé la main, mais il ne vient pas en chercher la main. Il reste à Caen et sa dulcinée, il ne vient pas la voir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben là, le père, l'entourage, la famille se dit, c'est un drôle de gars, ça, celui-là. Là, il veut se marier, mais il ne vient pas se marier. Alors là, toute la famille commence à être un peu suspicieuse face à cette hypothèse. Et pourtant, Madeleine, elle juge, oui, qu'elle va se marier avec lui, etc. Mais il y a du sable dans l'engrenage là, pour que les gens puissent croire ça. Et donc, c'est à peu près dans cette période-là qu'un autre miracle se produit, je dirais. C'est que le père meurt. Il meurt le 3 juin 1637. Et bien là, Madeleine est divisée à l'intérieur. À la fois, elle a de la peine pour la mort de son père, elle aura plus son père, mais en même temps, ce qui lui pesait sur le dos de son mariage, là, ben, ça vient de disparaître. Donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Mais elle a toujours son projet, puis là, elle se dit, je vais l'activer le plus tôt possible. Alors, elle s'occupe, évidemment, d'essayer de récupérer, d'accélérer les processus là, de testamentaire. Puis elle va un peu vite en affaires. Ce qui fait que sa sœur, Marguerite, et son beau-frère, là, ils disent, et ils lui font un procès. Ils considèrent qu'elle a pris sur elle de prendre des meubles qui appartiennent au père pendant qu'elle gérait les choses. Et puis, ensuite, ils lui reprochent là, la dot exceptionnellement élevée là, de 1622 qui les prive, eux, d'avoir une part plus raisonnable de l'héritage. Alors, ils contestent, ils font un procès, et puis il y a aussi des tractations. Et en fin de compte, au printemps 1638, là, les partis en viennent à un règlement hors cours. Et ce qui fait que là, Madeleine sait quelle portion elle a. Elle va quand même avoir des biens et des territoires là, qui valent 90 000 livres. C'est quand même
ça commence bien, la possibilité de pouvoir vivre aisément. Alors, elle croit que vraiment, maintenant que le procès qu'il y a une entente, que tout est réglé et que tout va très bien, Madame la Marquise. Mais non. Imaginez-vous, le règlement intervient le 16 avril 1633. Eh bien, 2-3 mois plus tard, la famille fait une réunion, un conseil de famille. Ses sœurs, ses beaux-frères décident que là, Madeleine n'est pas capable de gérer ses biens. Et ils votent la mise en tutelle. Alors, vous imaginez qu'elle prend ça très mal, là. Et puis, la mise en tutelle, évidemment, la procédure, ça s'en va pour être validée par un tribunal, le tribunal de Caen. Et le tribunal de Caen valide la mise en tutelle de Madame la Pelletrie. Ben là, en dernier ressort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, avec ses conseillers, elle fait appel au Parlement de Normandie, qui, par une bonne décision, eh bien, casse les 2 décisions précédentes de la famille et du tribunal. Et là, enfin, elle peut avoir accès à ses biens. Et c'est là qu'elle décide d'activer sérieusement ses démarches pour réaliser son projet. Alors, elle s'en va tout de suite à Paris. Donc, au mois de novembre, elle est à Paris. À Paris avec son laquais, sa servante, et puis elle a 3 objectifs à Paris. Premièrement, convaincre les jésuites de la validité de son projet, d'établir un couvent pour les filles amérindiennes à Québec. Deuxièmement, de trouver une communauté religieuse qui va vouloir venir en Nouvelle-France. Mais troisièmement, il faut trouver le transport. Alors, auprès de la Compagnie des Centres Associés, de pouvoir obtenir une place sur les bateaux du printemps suivant. Alors, elle fait des démarches. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'elle fait ces démarches-là presque dans la terreur. Parce qu'elle s'attend à ce que, à Paris, dans les petites rues, eh bien, que sa famille pourrait avoir comploté pour l'enlever. Alors, eh bien, elle prend des précautions. Elle vit toujours sur le qui-vive, et donc, elle met les vêtements de sa servante, et puis sa servante met les vêtements de la dame noble, pour que si jamais il y a un enlèvement, eh bien, ça soit la mauvaise personne qui soit enlevée. Ça vous donne un peu l'idée du climat dans lequel elle se trouve. Et à Paris, eh bien, son mari officiel, ou prétendu, Bernière, il revient la rejoindre à Paris pour les rencontres avec les grandes personnalités, et aussi pour accréditer auprès des gens, parce qu'elle se sait surveiller, que vraiment elle vit avec de Bernière. Et pour ajouter un peu, bien, à la crédibilité, elle fait venir tous ses meubles d'Alençon à Paris, laissant entendre évidemment à tous les gens de l'entourage à Alençon que vraiment elle s'installe avec Bernière à Paris. Toujours à Paris, eh bien, les 2 époux rencontrent des personnalités assez importantes qu'il faut la peine de mentionner. M. Vincent, comme vous savez, Grand Roger, qui deviendra Saint-Vincent-de-Paul. Noël Brulard de Sillery, aussi le directeur des Centres Associés. Puis du côté des Jésuites, c'est le père Charles Lallemand qui les reçoit et qui leur présente un jeune jésuite de 28 ans, Joseph Poncet, qui est le fils d'un des Centres Associés. Et bien lui, ce qui est assez important à savoir, c'est que lui, il connaît déjà Marie de l'Incarnation, qui est de Tours, mais aussi, surtout, il connaît le secret de Marie de l'Incarnation, qui, elle, veut, en secret, venir en Nouvelle-France. Alors, il lui dit ça, eh bien, aussitôt, eh bien, Madeleine prend sa plume à nouveau et écrit à Marie de l'Incarnation « Je suis prêt à vous financer votre couvent, etc. Vous, est-ce que vous voulez aller en Nouvelle-France? » Marie de l'Incarnation lui répond « Tout à fait, et puis merci, et puis quand vous voulez, on part pour la Nouvelle-France. » Donc, on peut dire que tout va bien, n'est-ce pas, dans le meilleur des mondes. Pas tout à fait. Parce que le problème du bateau.
Alors, avec les centres associés, et puis là, on lui demande une place pour elle, pour ses serviteurs, pour les Ursulines, et puis tout leur équipement, et les matériaux de construction qu'il faut mettre à bord. Et là, ben, on lui apprend que non, les deux bateaux des centres associés pour le printemps 1639, là, ils sont pleins à pleine capacité. On lui dit, ben, écoutez, c'est pas grave, on vous transportera le printemps 1640. Non. Elle a dit, non, je ne veux pas, je veux partir, parce qu'elle sait qu'elle est pourchassée par sa famille, et puis que là, l'idée du faux mariage, là, tôt ou tard, va éclater, et que ça va l'empêcher de... la famille va contester. Donc, elle dit, ben, puisque vous ne pouvez pas me transporter, je vais moi-même affréter un navire, ça va coûter cher, ça va coûter 8000 livres, mais on part. Bon, alors voilà un problème de réglé. Mais le deuxième problème, c'est les Ursulines. Je veux dire, les Ursulines. Oui, c'est parce que le père Barthélemy Vimont, celui d'ailleurs qui va faire la première messe à Montréal quelques années plus tard, là, mais lui, il dit non, il ne faut pas que vous fassiez des affaires avec les Ursulines de Tours. Non, parce qu'il y a eu maille à partir avec la congrégation de Bordeaux, de qui relève Tours, là, puis là, il ne veut rien savoir de ça. Non, il dit, vous avez les Ursulines à Paris, ici, c'est avec eux que vous devriez financer puis convenir. Mais là, Madeleine, elle a dit non, moi je me suis déjà commis avec Marie l'Incarnation et les Ursulines de Tours, c'est elle que je veux financer. Le dossier est bloqué complètement. Et là, ça prend bien des semaines de négociations, d'hypothèses, comment on pourrait arranger ça. Là. Eh bien, à la fin, il trouve une solution. Et c'est celle de dire, il y aura les 2 Ursulines de Tours qui vont partir, puis on va ajouter une Ursuline de Paris. Même si leur règle n'est pas pareille, on fait ça. Et Marie de l'Incarnation est obligée d'accepter ce genre de compromis qui va lui causer d'ailleurs plusieurs problèmes par la suite. Mais au moins, voilà les choses sont réglées. Alors, on a un bateau, on a des Ursulines, mais les Ursulines, ça vient de Tours. Puis pour pouvoir avoir l'autorisation qu'elles puissent quitter, eh bien, il faut aller à Tours pour avoir l'autorisation de l'archevêque. Donc, le 20 février 1639, de Bernière et son épouse, Madame de la Pelletrie, se présentent devant l'archevêque et expliquent leur projet. Et puis là, on parle évidemment des clauses d'un contrat de fondation. Et à ce moment-là, Madame de la Pelletrie a dit, écoutez, je vais offrir 3000 livres par année là, pour faire fonctionner, construire et fonctionner le couvent à Québec. L'archevêque dit, oui, mais on pourrait signer ça tout ça. Il dit, il y a toutes sortes de questions administratives. Non, en fin de compte, ils ne peuvent pas... la signature est reportée un mois plus tard à Paris, le 28 mars. Mais là, une grosse huile tombe sur la tête. C'est que son chargé d'administration, là, lui apprend que non, elle ne peut pas promettre 3000 livres par année. Là. Elle peut promettre que 900. C'est moins du tiers. Pour une telle aventure, c'est pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'elle a un deuxième procès avec ses demi-sœurs qui contestent évidemment le partage de l'héritage. Alors, face à ça, eh bien, elle essaie d'amadouer le représentant de l'archevêque de Tours en lui disant « Je vais utiliser d'autres de mes revenus, là, puis je vais compenser la différence tant ou si longtemps que le litige n'est pas réglé. » Bon, alors, ce qui permet au moins de signer le contrat de fondation. Et puis, lui, Bernière, est là, et bien, il annonce évidemment qu'il n'ira pas en Nouvelle-France avec sa fausse femme. Mais cependant, il va s'occuper des affaires de sa fausse femme comme procureur. Bon, alors, mais encore là, pour la famille, vous imaginez que quand la nouvelle se sait à Alençon, là, bizarre, hein, un couple là, qui est marié, mais que la femme s'en va en Nouvelle-France, dans les bois de la Nouvelle-France, et l'autre qui reste... Ça manque de crédibilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que Madeleine est très anxieuse.
parce qu'elle sait qu'à un moment donné, tôt ou tard, là, la poteau rose va éclater et que là, elle risque que son beau projet de la Nouvelle-France tombe à l'eau. Alors partout, ils se promènent, puis ils font vraiment semblant, même avec leurs amis les plus proches, ils font semblant qu'ils sont vraiment promis l'un à l'autre et puis qu'ils vivent comme hommes, comme mari et femme. Mais ça ne trompe pas beaucoup de gens malgré tout. Parce qu'il n'y a jamais eu de mariage célébré, là, encore. Là. Alors, ce qui fait qu'une semaine après la signature du contrat, là, eh bien, les Ursulines, Madame de la Pelletrie, se déplacent et s'en vont à Dieppe. Ils sont là le 4 avril, mais ils ne peuvent pas partir tout de suite parce que les vents sont contraires. Et c'est seulement le 4 mai qu'ils vont pouvoir monter à bord. La traversée est terriblement longue, 4 mois, et pauvre Madame de la Pelletrie est très, très prise du mal de mer. Alors vous comprenez qu'elle arrive très amaigrie à Québec, mais au moins elle arrive vivante avec les Ursulines le 1er août 1639. Ici, je voudrais justement attirer, on a entendu parler de Bernière, on a entendu parler de Madame de la Pelletrie, mais je voudrais vous parler d'un troisième personnage qui est lié avec les deux premiers. C'est Monseigneur Laval, le futur Monseigneur Laval. C'est que 10 ans après le départ de Madame de la Pelletrie pour la Nouvelle-France, eh bien Bernière, toujours aussi pieux, n'est-ce pas, fonde l'Ermitage en 1649 à Caen. C'est une petite communauté là, de prêtres et de laïcs là, très pieux qui s'adonnent à la prière et aux œuvres de charité. 5 ans plus tard, le jeune prêtre noble, d'origine noble, François de Montmorency-Laval, eh bien, il abandonne tous ses biens, il abandonne aussi, il cède tous ses droits d'héritage, et on le retrouve à l'Ermitage à Caen. Et puis, donc, il devient très ami et très intime de Bernière, et c'est là, à Caen, à l'Ermitage, qu'il attend, parce que les Jésuites l'ont proposé pour devenir vicaire apostolique, mais lui, il ne se mêle pas du tout de la campagne, parce qu'il y a des tractations entre Paris et Rome à ce sujet-là, en tout cas, c'est assez compliqué, et lui, il reste là avec Bernière à l'Ermitage. Mais, en fin de compte, il est nommé, il est choisi, et c'est ainsi que le 8 décembre 1658, il s'en vient à Paris, et puis c'est à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qu'il est fait évêque. Il s'embarque donc le printemps suivant, et puis pendant qu'il chemine vers la Nouvelle-France, eh bien, son grand ami Bernière meurt à l'âge de 57 ans. Quand il arrive à Québec, eh bien, il n'y a pas de maison. Il faut qu'il cherche un endroit pour loger. Qui est-ce qui lui offre sa maison, qui lui offre l'hospitalité? Eh bien, c'est Madame de la Pelletrie. Et elle va lui offrir l'hospitalité pendant 2 ans, de 1659 jusqu'à 1661, jusqu'à ce qu'il y ait de quoi se loger adéquatement. Alors, vous voyez, ces 3 mystiques-là, n'est-ce pas, se sont aidés les uns les autres à différents moments, mais qui étaient liés et qui ont marqué, je pense, l'histoire de la Nouvelle-France. Je voudrais terminer en soulignant que, heureusement, la mémoire de Madame de la Pelletrie est moins connue que celle de Monseigneur Laval, par exemple, mais elle est encore, il y a des témoignages à ce sujet-là. Et vous voyez sur la photo de la plaque à Alençon, de la ville d'Alençon, aussi la belle plaque qui est apposée dans le Perche, dans l'église de Bivilliers, la seigneurie de la Pelletrie. Et puis, à droite, eh bien, vous regardez aussi l'autre, deux vitraux. Ceux-là, ils ne sont pas encore posés. En 2021, à l'initiative de Madame la conseillère municipale Manon Jamin, eh bien, elle a réussi à ramasser des fonds de différentes associations et les vitraux sont en cours de réalisation et ils vont être installés dans l'église de Bivilliers sur la façade dans les prochains mois, là, à l'automne ou à l'hiver 2022. Alors, on voit qu'il y a des gens tant au Québec
par le colloque qu'on vit aujourd'hui, qui veut justement rendre justice à la mémoire de cette femme-là. Alors, ici aussi au Québec, on doit dire qu'il y a des lieux de mémoire, notamment la circonscription électorale de la Pelletrie, ici dans la région de Québec. Et puis, dans 4 villes québécoises, il y a des rues qui font référence à sa vie, à Trois-Rivières, à Laval, à Québec, et puis à Terrebonne. Alors, on ne l'oublie pas, et on a, je pense, raison de ne pas l'oublier, parce que c'est, comme vous voyez avec le survol que j'ai essayé de vous présenter, eh bien, c'est 36 années d'une femme qui a vécu des années très mouvementées. Hein, quand on pense aux multiples décès de ses frères, mais de son enfant, le mariage forcé, veuve à 25 ans, rupture avec ses parents, les procès deux procès avec ses sœurs, la mise sous tutelle, les faux mariages, tout ce qu'elle a pu imaginer, plus la crainte, comme j'ai expliqué tantôt, dans ses déplacements. Vraiment, elle ne l'a pas eu facile, et puis, malgré ça, elle a tenu à réaliser son rêve et sa mission, qu'elle considérait sa mission, c'est-à-dire de fonder une école de filles à Québec. Il faut dire aussi que sa ténacité, j'ai dit que c'était une femme têtue, bien, sa ténacité a été gagnante en fin de compte, parce que c'est elle qui a financé la première école de filles en Amérique du Nord. C'est quand même quelque chose d'assez important, puis cette école-là vit encore aujourd'hui. Alors, elle a laissé un grand héritage, et je pense qu'elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Merci beaucoup de votre attention.